Alors cette question est cruciale, on l'a bien vu, c'est même l'une des raisons, pas la seule, au Brexit. Le Brexit a été motivé en partie parce que des organisations internationales onusiennes ou européennes, Conseil de l'Europe, etc., empêchaient, alors qu'en fait ils n'empêchent pas, un pays peut rester souverain, mais toutes ces contraintes, ces réglementations, ces dispositifs, soi-disant non contraignants, mais souvent contraignants de facto, parce qu'ensuite ils sont incorporés dans la logique des droits de l'homme, et comme vous le savez, les droits de l'homme aujourd'hui figurent dans les préambules des constitutions et peuvent être invoqués par les législateurs et les conseils d'État et les conseils constitutionnels et les cours suprêmes de tous les pays occidentaux. Les juges peuvent invoquer les droits de l'homme comme préambule à la Constitution pour en fait aller au-dessus des lois. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le préambule constitutionnel. Il y a quelque chose de supra-législatif dans les constitutions, et dans les constitutions, il y a des références aux droits de l'homme qui permettent aux juges, finalement, de rendre des traités non contraignants, comme le pacte de Marrakech, en fait, de facto contraignants, parce qu'on va dire les droits de l'homme nous imposent de. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux batailles. Si on veut être souverain, et si on veut permettre aux pays de contrôler leurs flux migratoires réellement, sans que l'immigration soit subie mais choisie et non nuisible pour la sécurité et l'harmonie des pays, on est obligé de se battre juridiquement. Mais De Gaulle l'a fait, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de guerre. De Gaulle avait pratiqué la politique de la chaise vide, même une fois Chirac aussi, pour d'autres questions. Il va falloir donc aller un petit peu dans des rapports de force avec le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, avec bien entendu la Cour de justice internationale, avec l'ONU. Il va falloir que les États fassent comprendre à ces organisations internationales qu'elles ne sont pas au-dessus de l'État. La souveraineté, ça veut dire que rien n'est au-dessus de l'État. Même un traité international, en droit on l'apprend, pacta sunt servanda, un traité international n'est contraignant que parce que l'État s'est lui-même rendu dépendant de ce traité, parce que l'État a accepté volontairement de laisser une partie de sa souveraineté, de la déléguer à une structure supranationale. Mais tout État peut se retirer d'une organisation internationale, toujours. Il n'y a qu'une fédération pure qui empêche un État de se retirer. Même l'Union européenne a un droit de retrait. Mais les organisations internationales et les traités et les accords internationaux, à part un traité qui devient un État fédéral, on peut toujours en sortir. Ça veut dire bien que c'est faux lorsqu'on nous dit le droit international prime, tant que l'État en est signataire, qu'un traité est ratifié et qu'il en est toujours signataire. Et donc ça, c'est quelque chose que nos dirigeants, apeurés par les normes wokistes ou politiquement correctes, n'osent pas faire. Le Brexit était la preuve qu'il y a un problème, parce qu'il est quand même dommage qu'il faille presque sortir de l'Union européenne pour redevenir souverain et maître de ses frontières. Je pense que l'Union européenne commet une erreur en introduisant des règles qui empêchent de contrôler l'immigration et par exemple, la règle qui a été le plus dramatique pour le contrôle des frontières, ça a été la jurisprudence européenne, donc communautaire, qui a dépénalisé la migration clandestine et qui fait qu'on n'a plus d'instruments contraignants pour réellement dissuader un clandestin d'arriver et l'obliger à repartir. On ne peut plus criminaliser, il n'y a plus d'emprisonnement, il y a des centres dont on peut s'évader, c'est même pas s'évader, sortir très facilement. Et donc il est dommage qu'il faille arriver au Brexit pour contrôler ces flux migratoires. Et malheureusement, tant que l'Europe n'aura pas compris qu'elle doit laisser les pays choisir leur destin, parce que choisir qui arrive chez nous, c'est choisir son destin, eh bien, ça donnera des tentations à la sortie de l'Union européenne. Alors, ce qui est bien dommage, c'est que l'Union européenne euh, cède sur plusieurs mesures proposées par des agences transnationales qui ne sont pas communautaires, donc Conseil de l'Europe, Cour européenne des droits de l'homme, ONU, et pactes onusiens et agences onusiennes, alors qu'en fait, c'est un sujet extrêmement grave qui est en fait une source de division à l'intérieur de toutes les sociétés occidentales. On pourrait traiter la chose de manière assez raisonnable. Malheureusement, les logiques de parti et ce que j'exprime dans mon livre La mondialisation dangereuse et vers le choc global, qui est la réédition, c'est qu'aujourd'hui, il y a une fracture totale entre ceux qui voient l'Occident
comme une aventure mondialiste, globaliste, l'Occident global. Et ce n'est pas péjoratif. Il y a vraiment des gens qui, très sincèrement, voient l'Occident comme quelque chose qui doit être the world. Il n'y a plus d'identité. L'Occident doit être un laboratoire de globalisme, de mondialisme. Et ils utilisent la migration, le migrant, la figure presque christique du migrant victime par essence, pour en fait délégitimer les frontières. On a quelque chose de philosophique, de idéologique. Et c'est bien dommage car tout le monde sait que pour diriger un État, il y a des lois, il y a des limites. Le droit est fondé sur des lois et des limitations y compris à la liberté individuelle pour le bien collectif. Et c'est tout cela, c'est l'essence même du droit et de l'État-nation qui est remis en question par ces organisations et ces idéologies. Donc il est temps que nos hommes politiques aient le courage de ne pas céder à toutes ces organisations, ces ONG qui souvent n'ont pas de prérogatives, qui n'ont pas de mandat électoral, mais qui font la pluie et les beaux temps. Pour conclure, regardez quand on vote une loi en Italie ou en France sur l'immigration, même quand c'est Macron ou Draghi, des lois quand même votées par des gens très mesurés, très centristes. On parle d'humanisme, nécessité d'accueillir des gens, etc. Vous avez toujours les médias qui donne la parole à des ONG dont parfois on ne connaît même pas l'existence, le financement et la raison d'être, et on vous dit les ONG sont contre, les associations sont choquées. Mais ça ne veut rien dire. Quelles associations? Les associations qui sont pratiquement toutes liées à une idéologie immigrationniste assez radicale. Parce que nous avons lu un certain nombre de manuels et d'écrits de ces associations, eh bien, beaucoup appellent à la désobéissance, au refus des lois en place. Certains donnent des kits et des modes d'emploi aux clandestins pour gruger les autorités publiques et pour bénéficier de tous les avantages dès qu'ils arrivent. Beaucoup de gens qui arrivent de Côte d'Ivoire ou du Sénégal ou de Tunisie, ils arrivent en Italie, ils ont déjà le mode d'emploi pour essayer de bénéficier de tous les passe-droits et contourner la loi. Et ça, ce n'est pas normal. Donc les ONG, les associations sont choquées par tel projet migratoire, tel projet de loi sur l'immigration. Les gouvernements devraient avoir le courage de dire « vous n'êtes pas élus ». Ce n'est pas vous qui faites les amendements des lois, c'est le Sénat et le Parlement et éventuellement le Conseil d'État qui retoque ou pas une loi. Ce ne sont pas les associations, car les associations, c'est comme les migrants, c'est un mot générique qui ne veut rien dire, dans lequel on peut tout placer et surtout aussi dans lesquels peuvent s'insérer des projets subversifs. Tout le problème de la Macronie, c'était aussi le cas de l'ancien ministre de l'Intérieur qui était aussi maire de Lyon, vous vous rappelez, qui avait dit on est face à face et qui avait en fait décroché parce qu'il disait que même d'un point de vue centriste et humaniste, on ne peut plus rien faire, non seulement parce qu'il y a une violence extrême dans les banlieues, mais aussi parce qu'il y a des forces nationales et internationales subversives qui diabolisent toute idée de contrôler les frontières. Donc on le voit bien, Macron a beau avoir les meilleures intentions du monde, il est travaillé par ces forces, qui d'ailleurs sont même dans son propre parti, on l'a vu avec la pétition formulée par des gens de NUPES et aussi des gens de la majorité, c'est quand même incroyable. On a une majorité qui veut voter une loi sur l'immigration assez équilibrée, qui à mon avis reste encore assez laxiste, mais un peu moins laxiste que ce qui était toléré, qui veut remettre un petit peu de l'ordre dans la nation française et dans la façon de gérer les flux migratoires. Et on a une partie, l'aile soi-disant gauche de la majorité de Macron, qui co-signe avec un parti populiste, extrémiste, qui appelle à la violence contre les forces régaliennes, puisque rappelez-vous, quand Mélenchon a dit la seule cible illégitime quand on casse tout, c'est les écoles. Ça veut dire qu'on peut casser tout le reste. Donc, signé avec un parti subversif qui prône la violence contre les institutions, on voit bien que Macron, et c'est tout le problème de la Macronie, Macron est arrivé au pouvoir grâce à un charisme personnel indéniable, un génie aussi des forces qui l'ont aidé, certes, mais il a rassemblé tout et n'importe quoi.